Ouais, et les premiers bureaux de vote du côté de la Floride vont fermer dans un petit peu moins de 2 heures, mais vous le savez, hein, à la Floride, il y a les deux côtés, donc ça va prendre du temps, mais je vous tiendrai au courant de ce qui s'est passé. On en parlera demain, hein. Déjà, je vous montrerai les résultats, mais avant ça, je vous en parlerai sûrement sur maintenant Média, via le chat ou sur X et Blue Sky, de savoir qui a gagné le 19e district. Je sais que le suspense est intenable. Mais cette fois-ci, on va continuer donc à explorer l'échec de Donald Trump, cet échec économique multifactoriel. Mais parmi les facteurs, évidemment, il y a ce qui se passe au niveau de l'Iran. J'ai une vidéo à vous montrer. On va pas commencer tout de suite par la vidéo. En fait, on va commencer par ce même que j'ai oublié en 2 secondes, mais je voulais juste vous dire ça. Dans le dossier, j'ai une vidéo qui est sur le bureau et sur le plateau de Fox Business. Et je crois que j'ai jamais vu, quand on vous parle de panique, de personnes qui sont terrorisées par la tournure de l'économie américaine liée à ce que Trump est en train de faire, j'ai rarement vu sur Fox News un moment de flottement pareil où il y a cette panique sur la situation, en disant qu'est-ce qu'on fait maintenant. Vous verrez, vous allez voir, vous me donnerez votre avis. Mais je voulais commencer cette rubrique par ce même qui correspond à peu près à ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc évidemment, la casquette MAGA. Sur Le du rouge, Kool-Aid. c'est quoi, Thomas? C'est du Kool-Aid. C'est tout le monde qui boit le Kool-Aid. Et regardez ce que c'est ce Kool-Aid. C'est tous les promesses de Trump. Même en 2016, que le Mexique allait payer pour le mur. Ouais. Il y a les promesses Epstein. Il y a les fameux chèques Doge que personne n'a reçus. Il y a le téléphone Trump. Mais bon, tout le monde MAGA a bu ce Kool-Aid. Ouais, et du coup, évidemment, c'est que des promesses non tenues, comme celle de dire qu'il sera trop occupé pour aller jouer au golf, et que c'était le problème d'Obama qui passait trop de temps à jouer au golf, mais que lui, non, il n'aura pas le temps de faire ça, le prix du coupure d'électricité par 50%, les fameux chèques Doge, Cody, les Ouais. fameux. Non, mais ça arrive, ça Les arrive. fameux- ça arrive. les C'était fameux. 5 000 $ je crois, par personne. Ouais, et puis, évidemment, cette promesse qui a un sens avec le dossier que nous allons explorer, qui est celle de plus de guerre à l'étranger, no more foreign wars, no more forever wars, guerre pour toujours. À l'origine de cette rubrique qui mêle justement l'échec de Trump du côté de l'Iran aux conséquences sur les élections de midterm, hein, c'est une rubrique, à un moment, je me suis dit, est-ce que cet article de Robert Pape, merci encore, c'était Thierry qui nous a offert l'intégralité de l'abonnement pour une année aux différents comptes Substack de Robert Pape. Donc au départ, c'est cet article, cette analyse publiée aujourd'hui de Robert Pape sur ce qui est en train de se passer. Vous allez voir le titre. Moi, c'est le titre ce qui m'a vraiment attiré au début. C'est la stratégie iranienne pour les midterms aux États-Unis. C'est une pression politique maximum sur Donald Trump. Je trouvais que c'était un point de vue qui était absolument intéressant, qui dépasse simplement l'impact du prix de l'essence. On sait que le prix de l'essence, évidemment, une partie de cet impact est liée à ça. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, quand je vous ai dit que peu à peu, à mesure qu'on se rapproche des élections, on va entendre des républicains, certains aller un petit peu dans la critique, d'autres aller un petit peu plus dans le réalisme. On va écouter Mike Johnson. Non, je vous rassure, il ne critique pas Donald Trump, mais il est désormais obligé de reconnaître que l'augmentation du prix de l'essence est liée à la guerre en Iran. Vas-y, Thomas. Politicians talk. Yeah, the Iran conflict has been the cause, of course, of gas prices going up. It's drug on. I am grateful. Uh-oh. Donc voilà, donc on est obligé du bout des lèvres à dire ouais mais c'est lié à l'Iran pour après essayer de se rattraper derrière en disant non mais de toute manière rassurez-vous, dès que la guerre va être terminée,
dès que la guerre va être terminée, tout ça va s'arranger. Il y a une autre conséquence, avant qu'on rentre dans l'article de Robert Pape, qui est extrêmement importante et qui est beaucoup plus préoccupante, au-delà du prix de l'essence. Et évidemment, avec Trump, il y a toujours un tweet, Cody. Est-ce que tu sais ça? Il y a toujours un tweet de Donald Trump. Regardez celui-ci de 2012, en disant qu'il fallait renvoyer, donc octobre 2012, il fallait virer Obama parce que les prix de l'essence étaient dans des niveaux complètement faux et complètement hauts. Et c'est une manière dont les électeurs votent. Et donc, vous remplacez par Fire Obama, par Fire Trump. C'est ce qui va se passer dans quelques mois. Mais oui. L'essence était à $3,68. Oui, à l'époque. Ah, en 2012. En 2012. Mais un des aspects les plus inquiétants, au-delà du prix qui a un impact, c'est aujourd'hui l'état des réserves de pétrole. On est en train, alors c'est bien de voir CNN qui est en train d'en parler, mais je pense que l'impact de ce qui est en train de se jouer n'a pas encore imprimé dans la conscience des électeurs, des citoyens américains et donc des électeurs, c'est qu'on est en train, cette situation de cet échec du côté de l'Iran est en train de mettre en péril l'état des réserves stratégiques aux États-Unis. Vas-y Thomas. Yeah, the Iran conflict has been that the U.S. is draining emergency oil at just a historic pace. Look at the U.S. Strategic Petroleum Reserve. Another 5 million barrels were drained last week alone. Look at this line all the way on the right side. It's going almost straight down. Yeah. It's now at its lowest point since late 1982, back when the Reagan administration was just filling up the SPR for the first time. Now, donc la boucle est bloquée parce que qu'est-ce qu'on apprend? Donc on voit cette chute qui s'est accélérée dans les derniers jours pour tenter de limiter l'impact des prix parce que Trump a bien compris que plus les prix sont chers, et ils sont chers, plus les prix sont chers, moins il a de chances d'avoir une majorité au Sénat et à la Chambre des représentants, c'est qu'on est en train de tenter d'inonder le marché américain avec cette réserve stratégique. On vous explique qu'il y a 5 millions de barils qui ont été pris la semaine dernière. Donc, vous avez cette chute. Et pourquoi la boucle est bloquée? Parce qu'on se retrouve au niveau de 1982, Et quand pourquoi justement, en 1982, ouais, vas-y. On était en train de créer ça, on était en train de mettre pour la première fois Ce réservoir. et voilà, donc de se dire que la boucle est bouclée de cette manière-là, c'est fou. Et je ne sais pas, c'est quand la dernière fois on a vu ce genre de crash. Regardez ça, cette ligne qui vraiment chute tout droit en bas. Ça, c'est nous en ce moment, ça. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Ça, c'est aujourd'hui, ça. Alors... Ça, c'est nous cette semaine, en début de semaine, en 82, c'était Reagan, et donc qui avait créé cette réserve stratégique parce qu'on sortait de crise avec l'Iran et qu'il y avait des crises pétrolières, et on s'est dit, voilà, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on est dans une période un petit peu apaisée, on va commencer à aller mettre du pétrole de côté pour les jours difficiles. Et vous voyez que les jours difficiles, c'est en même temps. Alors, il y a une autre solution pour vous en sortir. C'est ce qu'a fait Fox News hier, qui a fait un sujet. C'est rare. Il y a une statistique qui a été faite sur le nombre de fois cette semaine où le prix de l'essence, le prix du pétrole a été évoqué sur Fox News. Ça fait partie des sujets qui sont le moins évoqués sur Fox News. Et quand on le fait, en plus de ça, vas-y Thomas, montre-nous cette. Tu peux la laisser derrière pendant qu'on est en train de parler parce que c'est les prix. Donc on vous dit qu'il y a une semaine on était à $4, que aujourd'hui on est à 4,06, mais qu'il y a un an on était à 4,13. Donc le bilan est assez favorable. Sauf que la réalité, c'est que Fox News a fait une erreur. Il y a un an on était à 3,14. Non, ils n'ont pas fait une erreur de $1 par gallon. Non, ils ont inversé les chiffres. Le 4 et le 3, il faut changer le 4 et le 3. Ils ont inversé les chiffres, Wow. Et ça leur a pris 24 heures. Il y a 1 heure de ça, ils ont corrigé l'information en disant qu'on s'était trompé, que c'était une erreur. Ça leur a pris 24 heures
pour corriger les chiffres. Donc voilà, donc c'est une manière de dire... C'est une erreur. En plus, en ce moment, pour être très clair avec vous, je sais que c'est pas un sujet qu'on a déjà abordé, mais Fox News n'est plus une chaîne de politique, c'est une chaîne de basket féminine de WNBA, donc on peut pas trop leur en vouloir. Ils sont occupés, ils ont d'autres choses. Oui. Ils ont d'autres choses à faire. Donc, on a cette situation-là et qui ne va pas s'améliorer. Regardez hier, et on va après rentrer dans ces explications et revenir sur Page, sur l'évolution du prix du pétrole. Donc, on va voir, c'est un article de The Guardian qui vous explique que non seulement on est arrivé à la fin, c'est le point de départ d'ailleurs la fin du MOU et le point de départ de l'article de Robert Pape, en disant donc cet accord de 60 jours pour arriver à trouver une solution, de dire que voilà, on est arrivé à ça, Trump, on va en reparler, menace Oman, résultat, les prix ont augmenté. Donc on va voir la courbe avant de rentrer dans les détails parce que cette augmentation, elle est encore plus inquiétante. Donc on voit que c'est reparti à la hausse, sans vraiment aucune solution, parce que du côté de Hormuz, on est toujours à un passage au compte-gouttes avec de véritables risques. Et donc, vous avez cette augmentation des prix. Et quand on va voir dans le détail, on voit que les spécialistes du prix du pétrole sont vraiment inquiets en se disant, si en plus de ça, Trump vient menacer Oman, c'est vraiment catastrophique parce que c'est peut-être la seule solution c'est qu'il y ait cet accord entre Oman et l'Iran pour ouvrir une route. Donc là, c'est extrêmement compliqué. Donc on va laisser de côté pendant quelques secondes ces vidéos-là. Et encore une fois, j'en ai une ou deux à vous montrer et on va revenir sur Hormuz, on va revenir sur Oman. On va rentrer dans cette analyse de Robert Pape sur cet impact de la crise iranienne sur les midterms, sur les élections de mi-mandat, mais au-delà de ça, sur la manière dont les Iraniens peuvent désormais, parce que ce sont eux qui ont les cartes en main, utiliser, et sont déjà en train de le faire, et ils vont le faire encore plus, utiliser cette crise pour forcer encore plus Trump à l'erreur et créer cette situation où il va perdre le Sénat et la Chambre des représentants. Donc vas-y Thomas, on va regarder les quelques extraits que je vous ai sélectionnés. Donc en disant, on est passé à ce moment où le but n'est plus de venir gagner contre l'armée américaine, ce qui n'est pas possible, même si on a vu l'impact de l'Iran sur Lincoln, par exemple. Ouais, sur le Lincoln, sur les munitions, etc., etc. Mais en disant, et si à la place, on venait triompher de Trump politiquement, et si on venait le battre du côté politique, et en fait en expliquant que désormais, le champ de bataille est en train d'évoluer, et le champ de bataille, c'est plus ce qui se passe du côté de Hormuz et du côté de l'Iran en général, mais c'est du côté des électeurs américains. En disant, la cible, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va mettre les électeurs américains sous une pression extrêmement forte, et résultat, par proxy, c'est eux qui vont mettre pression sur Donald Trump. Intéressant, c'est une nouvelle étape, ça. Ouais, c'est une nouvelle étape c'est ce qu'il d'ailleurs il conclut sur ça en disant, regardez, c'est une manière très différente, mais c'est une nouvelle étape du piège de l'escalade, où du côté des Iraniens, on se dit, ben voilà, il faut faire sentir les conséquences économiques de la guerre aux Américains. Et vous allez voir, c'est pas qu'une histoire de prix de pétrole, c'est aussi sur la perception de cette règle-là. Vous allez voir, c'est très intéressant. Vas-y Thomas, on va continuer dans ça. Par exemple, de dire que comment on fait. Donc, première étape, c'est cette volonté que ces coûts économiques deviennent visibles, persistants et difficiles pour les Américains pour qu'ils ne puissent pas les ignorer. Donc, on a vu avec du côté des réserves pétrolières ce que fait Trump pour essayer de limiter l'impact. Mais jusqu'à où? On est arrivé quasiment à des réserves vides. Au bout d'un moment, il n'y aura plus ça. Donc, ça va faire une augmentation. C'est une manière de faire que les Américains ne soient plus dans la mesure d'ignorer. Donc, ce que dit
ce que dit Robert Pape, il dit que les gens qui aujourd'hui désapprouvent Donald Trump, ils vont être bientôt rejoints par les personnes qui disent qu'ils n'ont pas d'opinion ou qui continuent à soutenir Donald Trump parce qu'ils ne se sont pas encore vraiment rendus compte du véritable impact de la guerre en Iran. Et point suivant, qui est aussi très intéressant, je pense que c'est le point suivant, en disant qu'il y a un autre aspect qui est extrêmement important, c'est que cet impact-là, c'est de montrer que cette difficulté économique que vous êtes tous en train de vivre, américains, elle est d'autant plus ridicule et d'autant plus dure à vivre qu'il n'y a pas de solution derrière. Et on est en plein dans ça. Et là, c'est une manière dont Trump s'est piégé lui-même. Je vais vous expliquer ça. Le fait que Trump a fait son nombre de tacos un nombre de fois incalculable, et on est vraiment dans l'incalculable, on pourrait, mais on est vraiment dans l'incalculable. Le fait que Trump n'a jamais, même si désormais il a cette idée de dire que c'est par rapport au nucléaire, mais ça a pris énormément de temps pour trouver de véritables raisons à cette guerre. Résultat, il n'y a aucune clarté chez les Américains sur la nécessité et la longueur de cette guerre et sur comment cette guerre a terminé. Et pourquoi c'est important ? Historiquement, c'est ce que raconte Robert Pape dans toutes ses études, il dit que une hausse provisoire du prix du pétrole et donc du prix de l'essence, mais avec derrière un but, en disant voilà, vous allez payer plus cher, mais ça va durer que quelques mois, le temps que l'on fasse ça, et on se tient à ça, les Américains sont prêts à l'accepter. Historiquement, ça a déjà été le cas, en disant ok, bon, on sait que c'est difficile, mais on va se serrer la ceinture parce que le combat en vaut la peine, le combat est une nécessité, il y a un plan clair. Et le problème de tous ces allers-retours de Donald Trump, de cette communication où il est hyper présent, c'est qu'il n'y a plus ça. Les Américains ne comprennent pas pourquoi on est en guerre et ont ce sentiment de se dire « mais comment on va s'en sortir demain ?» Et même si Trump, par miracle, trouve cette formule magique où il peut proposer aux Américains « voilà la stratégie, voilà comment on va faire pour s'en sortir », maintenant, ça fait déjà combien de mois où on paye le prix, où on s'est serré la ceinture et tout ça. Donc, on ne peut pas venir expliquer aux gens « ok, à partir de maintenant, faites un effort ». Ça fait déjà 4 mois, 5 mois qu'on le sent, l'effort. Non, et je vais te donner encore un autre exemple de cette communication de Trump qui est en train de venir, où il se tire des balles dans le pied en permanence. Ce matin, sur Truth Social, il publie ce message-là en disant il n'y a pas de négociation, de conversation de prévu avec l'Iran. Le blockade, donc le blocus de Hormuz va rester, etc., etc. Donc on a un blocus, mais c'est ouvert et ça marche. Donc déjà, on est dans ces idées qui sont contraires. Mais ce qui est complètement fou, c'est que hier matin, donc lundi, on commence la semaine, Donald Trump est dans le bureau ovale en disant qu'il y a des négociations, que les Iraniens veulent un deal, ce qu'on a entendu dire plein de fois. Ça aurait pu s'arrêter là. Non, parce que l'après-midi, parce que c'est la communication de lundi, la communication de mardi est différente, mais la communication de lundi, c'est qu'on nous explique que ces accords, ces négociations sont menées de main de maître, non pas par Marco Rubio, qui devrait être celui qui est en charge de ça, vu qu'il est le ministre des Affaires étrangères. Non, elles sont menées de main de maître par Jared Kushner. On ne parle plus de Witkoff, il a disparu. Et hier, sur les médias américains, dont Fox News, il y avait Jared Kushner qui venait raconter que oui, on est en train de discuter. Jared Kushner, il y a 8 heures, disait oui, on est en train de discuter. Et le lendemain matin, on dit le contraire. Et donc, il y a cette perception complètement folle qui fait que les Américains se disent mais attendez, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et ce qui fait que l'augmentation du prix du pétrole, qui est limitée, le prix de l'essence, qui est limité grâce à différents mécanismes comme les réserves, a un impact plus grand pour les Américains parce que quand ils se projettent sur dans 2 mois, dans 3 mois, ils disent mais qu'est-ce que ça va être ? On s'en sort comment ?
de tout ça. Cet exemple avec Kushner, il y a eu le même avec même J.D. Vance et Donald Trump ces derniers jours où on parlait, les médias ont montré le fait que J.D. Vance a dit oui, l'objectif de cette guerre, c'est de garder le prix d'essence bas pour les Américains. Et quelques heures plus tard, il y a Trump qui dit non, l'objectif, c'est qu'il n'y a pas d'armes nucléaires. Donc même du côté des deux les plus haut placés dans le gouvernement, il n'y a pas cet esprit de plan concret. Non. Et il y a un autre exemple. Donc voilà, c'est ce qu'on vient de nous expliquer, c'est de persuader les Américains. Et on en est là, à cause de Trump. C'est-à-dire que ce qui est fou dans cette situation, dans cet échec, c'est que les Iraniens n'ont pas besoin de faire un énorme effort. Parce que toute la communication de Trump, le TACO et tout le reste, a construit ce moment où on se dit, bah voilà, il n'y a pas de possibilité d'une victoire militaire. Ouais. Regardez, on a des problèmes de munitions. Regardez, les Iraniens expliquent que désormais, ils ont profité de cette période pour, eux, reconstruire des drones et être prêts et faire des opérations quand ils le souhaitent, entre autres dans le détroit d'Ormuz. Tout ça, ça complique. Mais le détroit d'Ormuz, c'est encore un exemple extraordinaire de cette communication qui fait que lorsque vous êtes un électeur américain, vous vous dites « on a perdu ». On a perdu. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, je vous en avais parlé, sur Truth Social, il y avait eu plusieurs supporters de Trump qui avaient dit « ça y est, ce week-end, je viens de réaliser qu'on a perdu du côté de l'Iran ». C'était les révélations sur le fait qu'on arrêtait. Donald Trump, pendant 72 heures, avait mis la pression en disant « on va bombarder, ça va être le truc le plus grand qu'on ait jamais vu ». XF était venu dans les télés en disant « ouais, ça va être le plus grand bombardement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale », pour finalement, le lendemain, dire « non, finalement, on arrête ». Vous savez pourquoi ? Parce que nos stocks de munitions sont vides. C'est dangereux pour les États-Unis de continuer ce genre de manœuvre. Et cette idée-là est illustrée le mieux possible par Hormuz. Alors Hormuz, vous le savez, c'est encore une fois toutes ces espèces de danse du ventre de Donald Trump qui explique que c'est ouvert, fermé et qu'on peut passer, etc. On va la entendre. Et puis, il pense qu'il a trouvé une manière de communiquer sur le détroit d'Ormuz qui est de dire, et on va voir ce Truth Social complètement fou posté par Trump ce matin, pour s'adresser à qui, je n'en sais rien, d'annoncer, et le message a été repris par la Maison-Blanche qui donne un caractère officiel à la chose en disant voilà, vous avez un nouveau territoire américain, c'est le détroit d'Ormuz. Cette histoire de territoire américain, ça a été dit par Donald Trump. Il y a environ 72 heures, il était en meeting du côté de l'État de New York et il a dit ça sous une forme de boutade. Mais il a aimé. Ça a fait rire la foule. Ça a fait applaudir la foule. Si vous allez regarder la totalité du meeting de Donald Trump, au-delà du moment où il arrive et du moment où il se met à danser sur YMCA, les moments où il y a le plus d'applaudissements, c'est lorsqu'il explique que le détroit d'Ormuz va devenir un territoire américain. Et donc Donald Trump il se dit, OK, si ça fonctionne, pourquoi pas jouer sur ça, divertir, occuper sur ce territoire-là, d'autant plus, et c'est le problème de Donald Trump, c'est qu'il vit véritablement dans une chambre d'écho. Parce que aujourd'hui, lorsque vous êtes un influenceur MAGA, Trump, et que vous n'avez pas beaucoup de choses à faire, mais beaucoup de choses à mettre en avant, on vous a montré l'échec de son bilan économique, une des choses qui vous reste à faire pour le grift, pour cette possibilité de gagner de l'argent sur le dos des pro-Trump, c'est d'amplifier et de normaliser et de donner une raison à tout ce que dit Trump. Il peut dire, j'allais dire de la merde, excusez-moi, il peut dire n'importe quoi. Vous allez toujours avoir des influenceurs MAGA qui vont donner un sens à ça, même si c'est que pour 24 heures, parce que demain, il changera d'avis. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. On va voir un nouvel influenceur MAGA qui a la prétention de vouloir prendre la place de Charlie Kirk, donc qui veut parler à la jeunesse américaine, qui va dire « Mais ouais, en fait, c'est une idée géniale. On a bien débaptisé le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Faisons-le !»
Appelons ça le détroit de l'Amérique. Vas-y, Thomas. That the U.S. is draining emergency Gulf of America because the president just put a bumper sticker on it and said, we're actually going to take this back and we're going to be proud of our country. I think we can call it the Strait of America and have an opportunity to have American exports there, to have the opportunity to make sure that it's controlled by a democracy as opposed to a terrorist state. Why do we let Iran continue to do this? Why do we continue to, bow down to them and allow them to continue to do this and tariff us for what, decades now? No, I don't think we should let this happen. And I think the president's right. Why have we been doing this? Why has nobody else called this out? But of course, the second the orange man does it, it's of course bad. Merci, Ouais, Brian. ouais, ça c'est le problème de donner la parole à n'importe qui. À force de donner la parole à n'importe qui, on entend n'importe quoi. Donc évidemment, voilà. Mais tout ça, pour les Américains, ils disent, mais attendez, mais de quoi on est en train de parler? On a gagné, on va s'installer. Donc évidemment, moi j'encourage tous ces jeunes supporters MAGA d'aller prendre possession du détroit d'Amérique. Vous prenez un avion, vous y allez, puis on va voir ce qui va se passer sur le terrain. Allez planter le drapeau américain du côté de Hormuz. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et du coup, Trump, il est obligé de faire la surenchère là-dessus. Trump dans le bureau ovale. The Gulf of America because the president just put We're way ahead of schedule, and many presidents are going to use it for many years to come. The country will have one of the greatest gifts it's ever received. One more. Last week you said that you would soon declare the Strait of Hormuz to be a territory of the United States. Could you elaborate? Well, I just think it's a great idea. Yeah, I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. Why might you do that? We have total control over the strait. Now, they can be a nuisance. They can put a mine in the water, and people don't like having mines hit their billion-dollar ships, et cetera. But the blockade has been very effective. And, we're taking out, now maybe that will stop, or maybe it'll open up even further, but we're taking out millions of barrels of oil a week. If you look at the kind of numbers that we're doing, the strait is open. And the oil prices are coming down, and they will continue to come down unless we decide to do something far more drastic than we're doing. Iran is in big trouble. They have 300% inflation. The country is a mess, and the military is totally defeated. Thank you very much, everybody. Alors, j'ai essayé de compter le nombre d'idées différentes et en opposition d'affirmation de Donald Trump dans c'était 1 minute de déclaration, et c'est complètement fou. C'est que c'est sous le contrôle, mais les compagnies qui possèdent des navires qui coûtent des milliards de dollars, ils ne veulent pas les faire passer parce que les Iraniens peuvent mettre des mines. Donc c'est sous contrôle, mais les Iraniens peuvent mettre des mines. Mais d'un autre côté, c'est pas grave parce que nous prenons, je ne sais pas où, j'espère que vous avez vu les chiffres, il nous dit, je ne sais pas d'où ils viennent, on prend des millions de barils de pétrole actuellement qui viennent aux États-Unis. Ah bon? Voilà. Et que du coup, vous l'avez vu, les prix du pétrole sont en baisse. On vous a montré la courbe. C'est en augmentation. Pour finalement dire que l'Iran est complètement détruit et que l'armée a subi une défaite majeure, mais que la guerre continue. Et ce discours-là, c'est la communication de la Maison-Blanche, c'est la communication de Trump. Et évidemment, cette histoire de détroit d'Ormuz ne rajoute pas de la clarté. Et il n'y a rien de pire, d'après moi, pour les Américains. Il n'y a rien de pire pour les Américains. Et quand là-dessus, on vient rajouter, on va en parler en 2 secondes, Oman comme nouvel ennemi, voilà quoi, on ne sait plus où on est. Vous allez voir, y compris Fox News Air. Donc on va retourner dans cet article de Robert Pape, extrêmement intéressant, qui met ce point-là, et en disant, ben voilà, du coup, on n'est même plus, pour les Iraniens, on se dit, mais en fait, à travers la défaite de Trump, et c'est là que l'échec de Trump est vraiment énorme pour l'avenir des États-Unis, on s'est dit, ben, on a la possibilité de transformer la situation à un tel exemple que plus personne derrière
osera Venir venir nous embêter. nous embêter en disant que ça soit républicain ou démocrate, parce que On aura fait un tel exemple. on aura fait un tel exemple de la manière dont on peut impacter les élections que plus personne viendra nous embêter en disant que voilà, c'est un mécanisme politique que l'Iran va exploiter parce que ça va au-delà des midterms et au-delà de Donald Trump en disant bah, regardez, on vous a montré comment on peut mettre par proxy votre pays à terre sans venir vous bombarder. Hein, c'est ça l'enseignement. Comment ça affaiblit votre position dans le monde, comment ça affaiblit votre position par rapport à vos alliés. Et désormais, on sait comment faire. Donc, on pourra continuer à le faire plus tard. C'est vraiment, si vous devez en vouloir à Donald Trump sur un point, celui-ci est vraiment essentiel. C'est ce qu'on a dit, c'est que l'Iran s'est rendu compte de leurs forces qu'ils n'avaient pas avant. Et c'est ça, c'est quand on parle de défaite ou de victoire, ce n'est pas que en termes de force militaire, c'est si là, demain, tout ça s'arrête, c'est une défaite américaine parce que les Iraniens ont plus de pouvoir qu'ils avaient avant. Et si en plus maintenant ils arrivent à faire qu'ils ont pouvoir politique par rapport aux élections aux États-Unis, c'est sûr que ça changera l'approche pour des générations à venir. Oui, et puis ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Robert Pape ne s'arrête pas dans les élections de mi-mandat. Il dit, ben voilà, le Congrès, pour sa survie, va être obligé d'enlever ce pouvoir-là à Donald Trump, Ouais. qui déjà va être un lame duck. Ça veut dire quoi? Dire aujourd'hui, Donald Trump, c'est évident, il sait qu'il n'aura pas de majorité anti-veto contre lui, c'est-à-dire suffisamment d'électeurs démocrates et républicains parce qu'il y a une majorité républicaine et donc il n'aura pas assez. Mais selon l'ampleur de la défaite des républicains en novembre prochain, on peut imaginer une situation où les élus républicains qui sont restés en place, qui ont été réélus, qui savent que Donald Trump, dans 1 an et demi, ne sera plus au pouvoir, se diront, bah tiens, on va aller voter sur, par exemple, le retrait des pouvoirs de la guerre, on va aller voter avec la majorité démocrate. Ça sera encore plus simple parce que le bloc démocrate aura la majorité, va voter contre Donald Trump sur toutes ces questions de l'Iran. Et à partir de là, il faudra simplement une partie des républicains qui sauront que Donald Trump est sur la sortie et qui diront bah tiens, j'ai pas pu le faire il y a 6 mois parce que il y avait les élections qui arrivaient, Donald Trump était en place, on avait tous les pouvoirs, le prix politique était trop cher à payer. Mais là, Donald Trump, c'est un lame duck. Et c'est un mécanisme qui s'est vu avec d'autres présidents. C'est le risque, et c'est pour ça que Donald Trump parle en permanence de sa volonté de se représenter en 2028, parce qu'il sait qu'il va perdre ce pouvoir-là. Donc ça va bouger complètement, ça va changer la nature de l'échiquier qui est devant nous. Et donc, Robert Pape avance sur 3 points qui sont vraiment clés, sur ce qui est en train de se passer. Donc, vas-y, tu peux aller au suivant, en disant, pour les Iraniens, pour arriver à là, c'est très facile. Il faut faire des opérations sélectives, comme ils l'ont fait ces derniers jours, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'une guerre permanente au niveau de Hormuz. On fait de temps en temps des opérations parce que même si Donald Trump dit non, venez, il y a un blocus, etc. Et il a dit lui-même dans sa déclaration, lorsque vous êtes le propriétaire d'une flottille, d'une flotte de navires remplis de pétrole et que ça représente des milliards de dollars, vous n'allez pas prendre le risque. Vous n'allez pas prendre le risque. Donc aujourd'hui, les Iraniens sont dans cette situation complètement simple de se dire, de temps en temps, on fait une mine. De temps en temps, on fait une attaque. Résultat, les compagnies ne voudront pas passer. Et c'est ce que montre la carte, où on est dans une période où il n'y a plus de conflit, mais regardez, il y a tout autour de Hormuz des frappes en permanente, des opérations comme ça. C'est une forme de guérilla, ça ressemble au Vietnam. Au Vietnam, c'est la guérilla, Ouais. c'est les opérations de guérilla qui ont fait tomber la grande armée Exactement. américaine. C'est très bon parallèle. Mais regardez là, en termes de chiffres, avant la guerre, il y avait 130 à peu près vaisseaux qui passaient par jour à travers le détroit d'Ormuz. Samedi, il y en a eu 5, dimanche, 0. Et c'est l'Iran donc qui contrôle ça. Et pendant ce temps, si on revient sur le message flou, Trump dit non, il n'y a aucun problème, c'est ouvert, il y a des millions de barils de pétrole qui passent
qui passent par jour. La deuxième chose, c'est de faire cette pression sur les alliés, qui eux ont un besoin encore plus important. Il n'y a pas de réserve stratégique. Non. Leur économie Dépend. de Hormuz, le pétrole, le gaz liquide, etc., etc. Et donc, les Iraniens sont en train de négocier. Et ces négociations-là, quand il va commencer à avoir des accords, ça ne veut pas dire qu'on va devenir des alliés, hein, c'est bien ce que précise Robert Pape, mais quand il va y avoir des accords au coup pour coup, vous nous payez, on ne vous attaque plus, vous nous payez, on trouve un accord pour faire circuler votre pétrole, Donald Trump va perdre une des dernières cartes qui lui reste. Et c'est pour ça que hier, sur Fox News, avant-hier sur Fox News, la dernière vidéo, on a un des correspondants de Fox News qui dit « Je viens d'avoir Donald Trump au téléphone et voilà ce qu'il dit sur Oman. » Vas-y Thomas. We're way ahead of schedule. Now, I asked the president about these parallel talks that are taking place between Iran and Oman about control of the Strait of Hormuz. And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them. Donc voilà, donc si Oman nous empêche de gagner, vient de nous empêcher avec notre blocus, etc., on va les bombarder comme jamais. Et c'est quelque chose que Trump a confirmé hier. Et vous allez voir que, on va rentrer on va tenter de comprendre ça, mais même Fox News ne comprend plus. Oman est un allié historique des États-Unis et ils ne comprennent pas pourquoi désormais Trump en fait un nouvel ennemi. Vas-y Thomas. Now, I asked the president about these parallel talks that are taking place. We'd handle them very easily, just like we do other Just things. No, what's Oman been doing wrong? They were trying to engage in negotiations with Iran on the Strait of Hormuz. Apparently, they made their case. Then they turned it over to the U.S. and Iran, and just been sitting on the sidelines ever since. John, I don't see Oman doing anything that would make them complicit in supporting the Iranian regime, and I would rather the administration focuses on fulfilling the threats they've made to the regime. As an example, in the last few days, 3 tankers have been struck in the Strait of Hormuz. The administration has said there would be a strong U.S. response if that happened, and our credibility is on the line every time we don't follow through on those threats, and I'd rather we focus on that instead of making new threats to Oman. Yeah, I know that Oman has got a close relationship with Iran, but I don't know what they've been doing to earn that. C'est rare ça. Quand vous avez en direct Fox News qui se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on va aller bombarder maintenant Oman? La réalité, c'est exactement ce que décrit Robert Pape, c'est que Donald Trump sait que si cette espèce de bloc des pays alliés commence à négocier de manière séparée, sans lui, il perd il perd une partie de pouvoir et démontre la faiblesse des États-Unis. Donc c'est pour ça qu'il a été aussi violent en disant on va bombarder Oman s'il négocie avec les Iraniens, parce que la seule manière qu'il espère obtenir une victoire en Iran et se sortir enfin de ce conflit, c'est de dire on va faire cette pression économique, hein, c'est le plan qu'a mis en avant Bessent, on va faire cette pression économique sur l'Iran et au bout d'un moment, c'est la pression économique qui va faire que les Iraniens vont céder et vont revenir à la table des négociations. C'est la stratégie actuelle de Donald Trump qui ne peut plus, après qu'on lui a dit que les bombes ne marchaient plus. C'est vraiment ça. Et donc, il a peur que si il y a un des pays qui trouve un accord, il n'y a plus de pression économique parce qu'on utilisera la jonction Oman-Hormuz pour pouvoir apporter un soutien économique sous forme de vente de pétrole de la part des Iraniens. Donc il sait que son seul plan de sortie est menacé par ça. Et c'est pour ça, et donc évidemment, les Iraniens, eux, vont encourager les négociations avec des pays qui souffrent actuellement et qui ont besoin. Donc Trump, qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à ça, au-delà des menaces? Est-ce qu'on va se retrouver dans une situation où l'économie américaine est terrible, mais on va venir financièrement aider les pays du Golfe
tout est désormais devenu possible dans ce monde-là, mais tout est une mauvaise chose pour Trump en termes d'élection. Ça se complique. Ouais, ça se complique et on voit que du côté des Iraniens, on veut mettre Trump face au mur en disant que Trump a simplement deux choix. Soit il fait une escalade militaire en se disant ben voilà, j'essaie d'en terminer avant les midterms avec les risques que ça représente, ou alors je bouge pas et ça veut dire que je vais perdre les midterms et que derrière ça va être encore pire pour moi parce que je vais être un lame duck et tout le monde va venir profiter de cette situation, dont les Iraniens. Dernier extrait et conclusion de cet article fou de Robert Pape en disant que voilà, il faut qu'on surveille quoi le coût. Est-ce que le coût du pétrole reste haut? C'est le cas. Est-ce que les Américains perdent confiance en la victoire? C'est le cas. Et donc, Donald Trump se retrouve comme un footballeur américain à la dernière seconde, avec peut-être cette seule option de faire un Hail Mary, de lancer quelque chose de fou en se disant, voilà, la seule manière, c'est de faire une escalade militaire. Robert Pape a partagé aussi ce graphique pour vous montrer où on en est, avec une étape centrale qui est les midterms, mais d'après lui, c'est pas au midterm que ça va se terminer, ça va continuer après. Je vous ai dit que dans cette séquence, on a une vidéo, déjà que la première vidéo qu'on regarde à Fox News était complètement folle, mais une autre vidéo complètement folle pour le coup de Fox Business qui, depuis des semaines, met en avant tous les mauvais résultats économiques qu'on vient de voir, met en avant ces mauvais résultats en essayant à chaque fois de trouver une excuse pour Donald Trump, en disant oui, mais il y a ci, mais il y a ça. Mais aujourd'hui, on a eu de très mauvais résultats, entre autres sur ce qui est la construction pour tout ce qui est logement aux États-Unis, avec des mots extrêmement pessimistes du CEO de Home Depot. Home Depot, c'est l'équivalent de Monsieur Bricolage à travers tous les États-Unis. Et il faut savoir que c'est un soutien à Donald Trump. Home Depot soutient depuis très longtemps Donald Trump. Et vous allez voir cette réaction sur Fox News où on s'est rendu compte que les propos façon taco de Donald Trump avaient un impact de plus en plus terrible sur l'économie américaine, sur les électeurs, où on en est à dire qu'on préférerait que Donald Trump cesse de parler. Vas-y, Thomas. We handle them very easily, just like we do others. The place I'm finding the problem is in the Strait of Hormuz, the whole oil thing. I'm feeling like we're losing clarity on what we're doing there. Okay, and maybe that's an understatement, but I do feel like we're losing some clarity there. Now, so I'm at the point, and you gave me this way of thinking about it last week, Dagan. I'm at the point where I do not want to hear anything about whether or not Iran wants to make a deal. I don't want to hear anything about how much control we have. I don't want to hear anything. I said this last hour, as much as gas prices anger voters, I think the housing market will play an even bigger role. That's a big problem. Yeah, that you have, in the words of the Home Depot CEO, the housing market's frozen. C'est intéressant, c'est qu'elle n'ose pas dire, elle dit voilà, le patron de Home Depot qui est un proche de Trump, elle n'ose pas le dire, en disant voilà, ces déclarations sur la construction, avec le nombre de maisons, on vous a montré ça, on vous a montré l'exemple du côté du Texas, c'était celui de Galveston, avec le nombre de maisons qui sont en vente. On vous a montré ces courbes aussi entre le nombre de maisons en vente et les acheteurs. Et vous voyez, c'est un ton extrêmement rare sur Fox News, Fox Business, de dire, voilà, plus que le prix de l'essence, je pense que c'est l'immobilier qui va venir briser le dos de l'économie américaine. C'est un échec complet. On va faire une petite pause et puis on a une dernière partie assez brève mais importante, justement
Qui dit échec complet, dit sondage, dit projection pour les élections du 3 novembre qui sont désormais essentielles. On fait le point tout de suite après.